Je tiens à me remercier d'abord le public d'être aussi nombreux et notre sponsor Total de nous soutenir et qui nous permet justement de faire ce débat. Donc je vais maintenant me laisser la parole à Stéphanie pour faire votre présentation, Monsieur Lang. Monsieur le député, bonjour. Cela n'est pas chose facile de vous présenter, car vous avez une longue et riche carrière, privilège de l'âge, mais aussi signe de vos engagements et de vos réussites. Aussi, je ne me lancerai pas dans l'exposé de votre curriculum vitae, mais je vais essayer de dire ce qui, à mes yeux, fait votre spécificité. Au départ, vous êtes un juriste de formation, docteur en droit, diplômé de l'IEP de Paris, agrégé de droit public, et pendant de nombreuses années, vous enseignez le droit à l'université de Nancy. Cette formation et cette carrière de professeur vous ont donné la rigueur dans vos engagements et le sens de la communication. Très vite, et en parallèle à l'enseignement, vous devenez un homme de théâtre. Dans ce domaine, vous occupez de nombreux postes. Créateur et directeur de festival, directeur du Théâtre national de Chaillot, puis vous vous engagez en politique. Vous trouvez dans le Parti socialiste le cadre qui convenait à vos convictions. Vous en devenez rapidement une figure majeure. Votre nomination au poste de ministre de la Culture par M. François Mitterrand en 1981 fait de vous un homme politique connu et estimé du grand public et surtout des jeunes. Vous parvenez à donner à la culture une place éminente et vous avez la brillante initiative de créer la fête de la musique qui est définitivement associée à votre nom, idée reprise dans plusieurs pays européens. Vous détenez à ce jour le record de longévité en qualité de ministre. Pour la statistique, 12 ans en tout. De 81 à 93, vous êtes chargé de la culture sous tous les gouvernements de gauche, ce qui peut vous valoir le titre de éternel ministre de la culture. Néanmoins, sollicité par M. Sarkozy, vous déclinez ce poste en 2009. Vous êtes par ailleurs ministre de l'Éducation nationale à 2 reprises, sous les gouvernements Bérégovoy et sous le gouvernement Jospin. C'est à chaque fois en période de contestation étudiante et lycéenne que l'on fait appel à vous, en raison de votre forte popularité auprès des jeunes. Vous connaissez également une carrière électorale locale, puisque vous êtes de 89 à 2000 maire de Blois. Cependant, confronté à la versalité du public et aux ambitions d'autres hommes politiques, fussent-ils vos propres amis, vous connaissez des désillusions et vous ne pourrez pas vous présenter à la mairie de Paris, poste que vous ambitionnez. Vous compensez néanmoins ces déceptions dans le Pas-de-Calais, où vous trouvez votre place comme député depuis 2002. Je terminerai ma présentation en insistant sur un dernier point. Au-delà de vos engagements dans le Parti socialiste, vous êtes un homme de dialogue. Et j'en veux pour preuve les missions d'information à Cuba et en Corée du Nord que vous avez effectuées à la demande du chef de l'État. Vous affichez également une certaine indépendance face aux directives du Parti socialiste en prenant à l'Assemblée nationale des positions à l'encontre de celle-ci, comme lors du vote de la réforme des institutions et la loi Hadopi. Sur ce, je vous remercie à nouveau d'être parmi nous et je vous laisse entre les mains de Candice et Benjamin. Monsieur Lang, avant d'entamer notre débat, avez-vous une réaction suite à la présentation de Stéphanie? C'est parfait. Donc nous avons choisi 3 thèmes majeurs pour guider nos questions à travers ce débat. Pour commencer, nous allons aborder celui de la culture, puis nous traiterons des relations internationales à travers votre actualité récente, donc notamment vos missions à Cuba et en Corée du Nord qu'avait évoqué Stéphanie. Et enfin, nous terminerons par parler de l'actualité politique, avec notamment les élections régionales qui commencent dimanche prochain. Je laisse maintenant la parole à Benjamin pour vous poser la première question. Monsieur Lang, tout d'abord, nous allons aborder un thème qui fait toujours l'actualité, car il nous concerne, nous, les jeunes, grands consommateurs de biens culturels tels que la musique ou le cinéma. Je veux bien sûr parler de la loi Hadopi, que vous avez votée à l'Assemblée, et qui a pour but de condamner les téléchargements illégaux sur Internet. Or, depuis le vote, le nombre de téléchargements a augmenté de 3%, ce qui révèle une réelle demande de la part des internautes. N'aurait-il pas mieux valu mettre en place une réelle offre qui permettrait, pour un montant donné, de télécharger de manière illimitée de la musique et des films? C'est une question évidemment assez complexe. Je dirais que bon, le vote que j'ai formulé en faveur de cette loi se rattache
à une conception que je défends depuis très longtemps. Ce n'est pas un vote, comment dire, capricieux. Ce n'est pas un vote par hasard. Je ne dis pas que si j'avais été au gouvernement, j'aurais proposé le même texte, ou j'aurais choisi la même manière de faire. Je pense qu'il eût été préférable de proposer un plan d'ensemble pour la musique, pour le cinéma, qui aurait abordé l'ensemble des questions, à la fois la formation, mais aussi l'accès au téléchargement légal dans des conditions économiques supportables, la protection des droits d'auteur, enfin, etc., etc. C'est d'ailleurs ainsi que, dans le passé, nous avions agi, j'avais agi, pas par petits morceaux, mais de manière plus globale. Bon, à partir du moment où ce projet était présenté, je l'ai soutenu dans ses grandes lignes. Pourquoi? Parce que je crois qu'il est important, disons, pour parler vite, les artistes ne vivent pas seulement d'amour et d'eau fraîche. Et si on accepte que sans aucune règle, sans aucun principe, les films, les œuvres de musique ou les œuvres de l'esprit puissent être acquises sans aucune contrepartie d'aucune sorte, c'est la mort assurée de la création. C'est mon sentiment. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tout au long des années, j'ai fait adopter des lois de régulation dans le domaine des industries de la culture. Mon premier texte, lorsque j'ai été ministre de la Culture, a été de faire adopter une loi sur le prix unique du livre pour sauvegarder notre réseau de librairies et donc, du coup, garantir la variété de l'édition et la diversité de l'écriture, et ainsi de suite, loi sur les quotas de films à la télévision. Enfin, je ne veux pas vous embêter la vie avec tout ça, je ne vais pas faire l'histoire des choses. Oui, mais Monsieur Lang, vous savez très bien que le vote d'une telle loi va compromettre le téléchargement pour certaines parties d'une frange de la population qui n'avait pas forcément accès à la culture, à la musique ou à des films de façon aisée. Ce sont plutôt les ménages modestes qui auront des difficultés ensuite à avoir accès à ça. Le problème n'est pas seulement la gratuité, mais aussi l'accessibilité à cette culture. Donc justement, on se demande comment on va faire en sorte qu'elle soit, pour le plus de personnes possible, accessible. Et surtout pour les ménages les plus modestes. Mais je pense que vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, à l'instant même, je disais en répondant à votre question que je regrette que le gouvernement, lorsqu'il a présenté ce texte, ne l'ait pas inséré dans une palette de mesures. Et notamment, il y aurait dû y avoir un chapitre, je dirais, pas législatif, un chapitre concernant ce que vous dites, c'est-à-dire un accès aux biens culturels dans des conditions de rémunération de prix acceptables. D'ailleurs, ça vaut aussi pour le cinéma en salle. Et aujourd'hui, une des grandes questions qui se pose, c'est celui du prix d'accès aux livres, aux films, à la musique. Et c'est un sujet que les pouvoirs publics doivent traiter. Juste encore une question sur la loi Hadopi. Vous savez qu'elle compromet quand même certaines lois et libertés fondamentales, comme un procès équitable ou la présomption d'innocence. C'est-à-dire que celui qui les télécharge n'est pas forcément celui qui paie la facture. Vous n'avez pas peur d'avoir voté pour une loi qui compromet cela? Non, parce que elle a été revue, cette loi. Le premier texte a été censuré par le Conseil constitutionnel et le gouvernement a été appelé à rédiger un texte qui répond aux objections que vous formulez, et le Conseil constitutionnel a avalisé, ou validé plutôt, le nouveau texte. Bien, je vais passer à la deuxième question, toujours sur le thème de la culture. Mais je dirais, sur ce point, il y a beaucoup à faire. Je ne suis pas sûr, très franchement, que le gouvernement ait pris la pleine mesure de la... Il y a beaucoup, je ne sais pas sur quoi on va revenir, mais sur tout ce qu'on appelle, disons, industrie de la culture, cinéma, film, livre. Donc vous pensez plutôt à un dispositif d'ensemble plutôt qu'une loi?
Oui, moi je ne crois pas beaucoup aux lois en général, sauf exception. Hein. Et si vous voulez, je prends l'exemple du cinéma. Aujourd'hui, le cinéma français est plutôt en bonne santé par comparaison avec tous les autres pays européens, mais en même temps, il y a de vrais problèmes. Par exemple, certains films nouveaux ont une durée de vie beaucoup trop courte. Et je pense qu'il faut imaginer un système qui leur donne la chance de rencontrer un public, enfin, etc. Mais je ne veux pas allonger mon intervention, je réponds à vos questions. Oui, non, mais il y a encore 2 questions sur la culture. Donc la mienne, en fait, se porte sur votre livre « Demain comme hier » qui est paru récemment, en juillet 2009. Vous faites un bilan critique de chacun des ministres de la Culture qui vous ont succédé, notamment. Comment jugez-vous l'action de Frédéric Mitterrand, qui est ministre de la Culture depuis l'été 2009 ? Je vous corrige un instant. Oui. Je ne fais pas du tout un bilan critique de mes successeurs. Je retiens la partie positive de leur action. Voilà, quand je voulais dire bilan critique, c'est à chaque fois le positif et le négatif, Voilà. bien sûr. Non, je m'impose une obligation de réserve à l'égard de mes successeurs. Et donc, je me garde de les critiquer parce que je ne suis pas le meilleur juge. Et donc, j'ai retenu... Certaines réserves sont quand même visibles dans le... Parce que vous savez lire entre les lignes. Donc allez-y, sur Frédéric Mitterrand. C'est encore plus difficile que pour les autres parce que Frédéric Mitterrand est un ami. Ce n'est pas un mot comme ça, une clause de style. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Nous sommes liés d'une affection ancienne. On s'est croisés, nos chemins se sont croisés souvent. J'ai fait appel à lui dans le passé pour exercer des responsabilités. Par exemple, il a présidé à ma demande la commission d'avance sur recette pour le cinéma. Je l'ai aidé aussi quand il avait des salles de cinéma, l'Olympique, qui justement donnait leur chance à de nouveaux films qui étaient parfois un peu trop marginalisés. Donc, il y a l'aspect affectif. Moi, j'ai la religion de l'amitié. Et c'est difficile, évidemment, quand on est dans une vie civique ou politique, mais c'est comme ça. Moi, j'ai une religion de l'amitié. J'aime beaucoup Frédéric Mitterrand. C'est un homme de talent, de culture. Je crois qu'il apporte quand même une certaine qualité intellectuelle aux choses et je l'apprécie. Deuxièmement, ce n'est pas une situation facile que la sienne parce qu'il hérite toute une série de dossiers assez complexes qui n'ont pas été résolus depuis des années et des années. Je pense qu'il faut lui accorder le temps de peser, sous-peser et le temps donc de décider. Et donc vous aviez dit que vous l'aideriez comme vous pouviez lorsqu'il était entré en fonction. Est-ce que vous lui avez déjà donné des conseils? Est-ce qu'il vous en a déjà demandé? S'il m'en demande, je les lui donne volontiers. Oui, on se voit de temps en temps. On se téléphone, on se parle. Et il m'est arrivé en effet de lui suggérer 2-3 idées, puis il en fait ce qu'il veut. Donc maintenant, une question plus globale sur la culture française. Le Times parlait récemment de la mort de la culture française en novembre 2007. On assiste en ce moment à de nombreuses grèves parallèlement dans des musées et on voit des cinémas se plaindre de leur situation financière délétère. Cela traduit-il une dégradation de l'attention et des moyens accordés à la culture? Et dans une autre mesure, accuseriez-vous la vision utilitariste de Nicolas Sarkozy en matière d'aide publique à la création? C'est beaucoup de sujets en une question. Je ne pourrais pas répondre, sauf longuement, à la totalité de vos questions. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, même si, en effet, depuis quelques années, les moyens publics accordés à la culture se sont restreints, il y a en réalité un peu partout à travers le pays, je n'y suis pas complètement étranger, des institutions qui sont nées, se sont développées, aujourd'hui bénéficient aussi du soutien de villes, de régions, de départements, ici à Paris évidemment, et je crois qu'il faut regarder aussi l'aspect positif. Pour ne parler que de Paris, l'Opéra de Paris est, je crois, devenu l'un des plus grands opéras du monde, le Louvre, idem, et quelques autres institutions. Là, et un peu partout dans le pays, des bibliothèques, des centres d'art, des musées rénovés et transformés,
En 20 ans, 25 ans, le paysage culturel français s'est totalement transformé. Mais je trouve, si vous voulez, qu'on n'accorde pas une place suffisante à l'émergence de nouveaux talents. C'est toujours très difficile pour des jeunes, ça ne vaut pas d'ailleurs seulement pour la culture, pour des jeunes de franchir, de pénétrer dans des systèmes souvent un peu clos, un peu cloisonnés. Je répète, ça ne vaut pas que pour la culture, ça vaut aussi dans les autres métiers. Bon, alors je crois qu'il y aurait besoin de... Il y a des manques aujourd'hui. Par exemple, je regrette énormément, et Frédéric Mitterrand n'y est pour rien, que les gouvernements qui nous ont succédé après 2002 aient supprimé le plan art et culture à l'école, qui, de l'école maternelle à l'université, avait prévu toute une série d'actions à travers tout le pays. Je crois que l'éducation artistique, ou plutôt l'alphabétisation artistique, c'est aussi important que l'alphabétisation linguistique ou mathématique. Et même parfois, ça s'épaule mutuellement. La musique aide à la compréhension du calcul, le théâtre aide à l'appréhension de la langue, etc. Ça, c'est une très grande faute qui a été commise dans les années 2002 et qui n'a pas été réparée. Voilà un domaine de faiblesse. Et dans la période où on parle des violences ici ou là, je pense que l'école est l'école, le collège, le lycée, l'université, c'est un des contre-pouvoirs culturels face à une société qui parfois a tendance à se disloquer, à des familles en difficulté, aussi à une prédominance de la rentabilité à court terme et de la facilité. Donc voilà une faiblesse, je pense, de notre système qui pourrait être aisément réparée pour peu qu'il y ait la volonté. Vous parlez juste à l'instant de l'éducation. Comment vous jugez-vous à ce moment-là, depuis l'accession de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République, et justement de son action dans le domaine de l'éducation? Parce qu'on a vu beaucoup de réformes qui devaient se faire sous Xavier Darcos et maintenant sous Luc Châtel, et on a du mal à les voir se concrétiser. Est-ce qu'on parle assez fort? Je n'ai pas l'impression que ça porte tellement. Vous entendez? Bon. Oui? C'est la réponse, normalement, c'est bon. C'était votre micro qui ne marchait pas, je ne sais pas. Non, alors, je distinguerai deux choses, pour être court, et l'enseignement supérieur et la recherche. Mon appréciation est nuancée. L'enseignement scolaire, de l'école maternelle au lycée, mon appréciation est très sévère. Et en particulier, je l'ai écrit, je l'ai dit et redit, ce qui a été décidé pour la petite école, et c'est très important, la petite école, l'école maternelle et l'école élémentaire, par Xavier Darcos lorsqu'il était à la tête de ce ministère. Et malheureusement, ce qu'il a décidé est toujours en place, est très mauvais. Je le lui dis quand je le vois d'ailleurs. Je ne comprends pas que vous ayez pris des décisions, vous qui connaissez le système d'enseignement, des décisions aussi mauvaises. Lesquelles? Je résumerai d'un mot: appauvrissement. Appauvrissement, d'abord le temps de l'école. Supprimer 2 heures d'enseignement à l'école maternelle élémentaire, c'est un contre-courant. C'est un moment au contraire où il faudrait augmenter le temps de l'école, et en particulier dans les départements, dans les régions, dans les quartiers où les enfants se trouvent livrés à de grandes difficultés familiales, sociales ou autres. Diminuer de 2 heures le temps de l'école a la conséquence que la France aujourd'hui est le pays d'Europe où le nombre de jours scolarisés, je parle pour la petite école, est le plus faible. 145 jours par an. Et c'est le contraire qu'il faudrait faire. Alors vous direz, il y a probablement des raisons budgétaires qui l'expliquent, mais ça ne le justifie pas. Deuxièmement, deuxième faute, peut-être tout aussi grave, peut-être plus grave encore, la concentration sur 4 jours de l'enseignement à l'école maternelle et élémentaire. La semaine de 4 jours est un non-sens pédagogique. Et le paradoxe, c'est que les enfants
en raison de cette concentration sur 4 jours, et malgré la suppression de 2 heures d'enseignement, ont des journées beaucoup trop longues et sortent de l'école fatigués, épuisés, exténués, et ne peuvent pas toujours suivre l'enseignement et en tirer le meilleur bénéfice. Par ailleurs, mais je ne veux pas être trop long, j'estime qu'il a appauvri les programmes, il a eu tort de supprimer le plan art et culture à l'école, il a eu tort de supprimer le plan d'apprentissage précoce des langues vivantes à l'école, etc. Puis le plus grave, c'est ça. C'est que c'est même inimaginable qu'on ait pu décider ça en France sans que ça provoque une révolte. Il a été décidé de supprimer l'année rémunérée de formation pratique des futurs maîtres de l'école maternelle élémentaire, mais aussi des professeurs de l'enseignement secondaire. C'est un acquis de la République. Depuis la fin du XIXe siècle, sous des formes qui ont changé naturellement, les futurs maîtres apprenaient leur métier. Enseigner, ça s'apprend. Bien sûr, ça s'apprend en enseignant, mais on ne peut pas transformer les enfants en cobayes. Donc il y a un minimum d'apprentissage. Moi, je suis professeur de l'enseignement supérieur. Demain, vous me mettez devant une école de bambins de 6 ans, je suis incapable d'apprendre à lire et à écrire à un enfant. Je ne sais pas comment je pourrais m'y prendre. Je ne saurais même pas parler à un enfant de 6 ans ou de 7 ans. Donc, supprimer, pour des raisons budgétaires, c'est 16 000 postes pour la 4e ou 5e puissance industrielle du monde. 16 000 postes, c'est une goutte d'eau. 16 000 postes de professeurs stagiaires qui, pendant 1 an, avaient la possibilité d'être formés. Et je dirais même que c'est grave de livrer les élèves, les petits notamment, à des professeurs sans formation, sans préparation, mais je dirais que c'est en plus une discrimination négative à l'égard de ces serviteurs de la République et du service public. Un élève de l'ENA a droit à 1 année de stage, un élève magistrat a droit à 1 année de préparation à son métier. J'imagine que vous-même, vous êtes appelé à faire des stages ici ou là, à entrer en contact direct avec la pratique, avec les entreprises. Les professeurs, je parle des professeurs de l'enseignement secondaire, fini. Des petits stages un peu ridicules, non obligatoires. Et franchement, c'est si grave que moi, je vais continuer à me battre pour ça et essayer de convaincre le président de la République et les autres autorités de l'État pour que cette réforme, plutôt cette anti-réforme, soit remise en cause. Alors le reste, bon, pour le lycée, bon, ce qui a été proposé, ça ne mange pas de pain, c'est pas très méchant. Je pense qu'il fallait faire autrement. Je crois que je suis de ceux qui pensent, je ne sais pas si nous sommes d'ailleurs très nombreux, qu'il serait souhaitable de ne pas trop spécialiser trop tôt l'enseignement au lycée, d'avoir un tronc commun naturellement, de quelques matières de base, et pour le reste, de laisser une large part ouverte aux options pour qu'en fonction du tempérament, du talent et des capacités de chacun, et à la limite, je suis pour pardon, je vais peut-être vous choquer, hein, pour un seul baccalauréat, comportant des variantes. Et puis après, on se spécialise, on a largement le temps de choisir. Et puis, on peut se tromper, on peut passer d'une filière à une autre. Pourquoi nous enfermer si tôt dans des cloisons et dans des filières? C'est plus commode pour le ministère d'organiser les choses ainsi, mais ce n'est pas nécessairement bon pour faciliter l'émergence de bons élèves et de nouveaux talents. Donc nous allons passer maintenant à... Pour l'enseignement supérieur et la recherche, 2 mots. Ça pourrait être beaucoup mieux. Déjà pas mal. Mais ce n'est pas catastrophique. Voilà. D'accord. Très bien, donc nous allons passer maintenant relations internationales. Ça se limitera à une question. Puisqu'en 2009, vous êtes désigné par Nicolas Sarkozy comme émissaire spécial pour effectuer une mission diplomatique à Cuba, puis en Corée du Nord. Donc pensez-vous qu'il faille ouvrir le dialogue avec des régimes dictatoriaux et faire de la réelle politique, ou chercher à défendre nos principes et nos valeurs, comme les droits de l'homme? Si je prends à la lettre ce que vous venez de dire à l'instant, votre question, alors il faut cesser les relations diplomatiques avec plus de la moitié des États du monde. De l'Arabie saoudite à l'Égypte, il y a des milliers de prisonniers politiques, et même parfois
très maltraités, torturés, récemment encore hier ou avant-hier assassinés. Bon. Si on parle de ce principe qu'on ne doit dialoguer avec aucun des pays qui ne respectent pas pleinement la démocratie et les droits de l'homme, je dis plus de la moitié, quand je dis plus de la moitié, je suis prudent, des pays du monde. Quand même, la Corée du Nord, c'est une quatrième armée du monde, c'est aussi une très grande dictature. On ne peut pas faire des rapprochements entre certains régimes et d'autres, comme celui de la Corée. La mission qui était la mienne n'était pas d'établir des liens de complicité ou d'amitié avec le régime nord-coréen. Quelle était leur nature à ce moment-là? Alors la nature était la suivante. La France, pour des raisons, je dirais, circonstancielles, qui n'ont rien d'idéologique, l'idéologie est venue habiller ensuite les raisons circonstancielles, la France est aujourd'hui le seul pays de l'Union européenne, on a le droit d'être seul de son avis, mais c'est le seul pays de l'Union européenne, les autres pays ne sont pas moins démocratiques, et parfois ils sont beaucoup plus démocratiques, à n'avoir aucune relation diplomatique avec la Corée du Nord. Pour des raisons circonstancielles, je ne veux pas vous embêter avec ça, ça s'est passé dans les années 2002, M. Chirac présidait l'Union européenne, M. Jospin était Premier ministre, il y a eu une réunion des pays d'Asie et des pays d'Europe, et les pays européens avaient décidé de reconnaître la Corée du Nord. Et il y a eu une maladresse qui a été commise par le chancelier Schröder et le Premier ministre Tony Blair. Ils ont reconnu tout seuls la Corée du Nord, alors que l'action devait être une action collective. Et M. Chirac n'a pas été très content, et a dit dans ces conditions, on prend notre temps. Simplement, 2 ou 3 ans plus tard, il y a eu l'apparition de l'arme nucléaire coréenne, et on s'est enferré là-dedans, et on a habillé la non-reconnaissance par toute une série de considérations. La question qui m'était posée, c'est dans quelles conditions la France peut-elle envisager de reconnaître la Corée du Nord comme État, lequel la Corée du Nord, d'ailleurs, fait partie des Nations Unies, est membre des Nations Unies, au même titre que la Corée du Sud. Et peut-être pour ceux d'entre vous qui font un petit peu de droit ou de relations internationales, on sait que la doctrine française en matière de reconnaissance, c'est une reconnaissance d'État et non pas une reconnaissance de gouvernement. On ne porte pas d'appréciation sur la nature politique du régime, mais sur la réalité de l'État, son effectivité. C'est à ce titre que le général de Gaulle, par exemple, a reconnu la Chine de Mao, qui n'était pas plus démocratique, en 1963, je crois, et le président Nixon, qui n'était pas un révolutionnaire, a reconnu la même Chine de Mao 3 ans plus tard. Donc, si vous voulez, juridiquement et en fonction de notre doctrine, la reconnaissance de la Corée du Nord comme État et non pas comme régime est une nécessité à un moment ou à un autre. Simplement... Pour des raisons commerciales, parce que c'est ce qui c'est l'impression qui s'en est dégagé, en tout cas dans les médias. Tout le monde parlait du fait que Sarkozy voulait réimpulser le renouveau commercial. Absolument pas du tout. Absolument pas du tout. On peut lui prêter tout ce que vous voulez à Nicolas Sarkozy. En tout cas, j'en assume la responsabilité. Et ce n'est absolument pas la... Au contraire, nous avons veillé à ce qu'il n'y ait aucune considération économique. Il y a des entreprises françaises qui travaillent déjà en Corée du Nord, et nous avons voulu séparer les choses. Simplement, notre mission était une mission destinée à favoriser la paix et l'établissement de la sécurité dans cette région du monde. Rien de plus, rien de moins. Et j'ai proposé au président que l'on établisse par étapes ces relations. Pour l'instant, il n'y a pas de reconnaissance de l'État. La première étape, c'est la création à Pyongyang d'un office de coopération culturelle d'ici quelques mois. Pourquoi est-ce que le Quai d'Orsay n'a pas donné plus d'informations sur vos missions? Parce que ça a été quand même assez flou. On ne sait pas qui exactement vous avez rencontré. Par exemple, le numéro 1, pendant longtemps, c'est Kim Jong-il. On ne savait pas si vous le rencontriez ou pas. Pourquoi c'est resté un petit peu secret comme ça? Il n'y a pas eu de secret du tout. Simplement, on ne dit pas, quand on va dans un pays de ce type, on ne dit pas à l'avance qui on va rencontrer. C'est la tradition. Et je n'ai pas rencontré d'ailleurs Kim Jong-il, j'ai rencontré le numéro 2 du régime,
ainsi que le ministre des Affaires étrangères et d'autres personnalités. Et je dois dire que, en plus, nous avons pris la précaution, puisque vous êtes très sensible, et vous avez raison, à la question des droits humains, à la question de la démocratie. Avant même de me rendre à Pyongyang, je me suis rendu dans tous les pays qui sont intéressés par le dossier nucléaire de la Corée du Nord. Je suis allé au Japon, voir le ministre de l'Affaires étrangères, en République de Corée, où j'ai rencontré le président et le ministre des Affaires étrangères, en Chine, à Washington, où j'ai vu le numéro 2 du département d'État. Et donc, avant même d'aller à Pyongyang, j'ai informé nos amis, si j'ose dire, enfin, nos interlocuteurs, et ils ont tous considéré qu'il était normal que la France entreprenne cette démarche. Donc nous allons passer dans un dernier thème, ça va être l'actualité politique en France, avec une première question. Donc aucun des sondages, des derniers sondages ne prévoit la victoire d'un des 22 candidats UMP ou Nouveau Centre. Donc on pourrait dire que le PS peut être tenté de se vanter de ses pronostics. Mais n'est-ce pas plutôt un vote sanction vis-à-vis de la politique gouvernementale, où la grande gagnante de ce scrutin n'est-elle pas l'abstention qui atteint, selon les derniers sondages, plus de 50%? Bon, comme on est à 4 jours du scrutin, laissons parler les électeurs. On abuse trop des sondages, on les considère comme des vérités sacrées. Dimanche soir, vous aurez déjà une première indication. En effet, bon, j'ai plus confiance dans mon nez que dans les sondages. Et mon nez me dit que, en effet, inévitablement, pour des raisons diverses, et notamment celles que vous dites, le vote sanction, c'est une élection intermédiaire, la gauche et notamment les socialistes remporteront un certain succès. Et il est probable aussi, je crois que vous avez raison, il est probable qu'au moins au premier tour, peut-être pas au second, l'abstention soit assez élevée. Donc, pour vous, c'est plus une sanction qu'un bon programme de la gauche? Non, je crois que les présidents de région ont fait plutôt un bon travail. C'est ce qui est ressenti localement, même si, et c'est normal, la plupart des présidents de région sont inconnus dans leur région. Parce que les régions ont quand même des compétences relativement limitées. Un maire, on connaît son nom, c'est très proche. Un député, en général, on connaît son nom. Mais le président de région, c'est loin. Et souvent, les régions sont découpées de manière artificielle. Néanmoins, moi, je pense que dans l'ensemble, ces régions, en tout cas, n'ont pas fait du mauvais travail qui justifierait qu'ils soient sanctionnés ou censurés. Mais ce qui va être déterminant, je pense, comme vous l'avez dit, c'est le vote sanction qui est intervenu il y a 6 ans déjà. C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs dans beaucoup de démocraties. Les votes intermédiaires, vous le voyez aux États-Unis, d'ores et déjà dans des élections partielles vis-à-vis du président Obama. On risque de le voir aux élections de novembre prochain pour la Chambre des représentants. C'est ce qu'on voit en Allemagne, parce que les régions, les Länder sont renouvelés régulièrement, donc c'est souvent une occasion pour protester contre le gouvernement en place. Donc toujours une question reliée au régional. Parce qu'en fait, pendant les régionales du Parti socialiste, on a vu une forte déconnexion entre le niveau local et la rue de Solferino, notamment quand Gérard Collomb, le maire de Lyon, a soutenu Georges Frêche dans la région Languedoc-Roussillon. Donc pensez-vous que le Parti socialiste parviendra à retrouver une unité, notamment pour les présidentielles à l'échelon national? C'est loin, les présidentielles, c'est dans 2 ans. Mais tout le monde y pense déjà. Oui, bien sûr, il y a un certain nombre qui y pensent déjà, mais les socialistes ont l'art de s'invectiver avec vigueur et de se réconcilier tout aussitôt. D'accord, mais est-ce que vous pensez que Martine Aubry, elle réussira vraiment à réunifier tout le Parti socialiste pour la présidentielle, qu'on ne verra pas à nouveau des petites oppositions, enfin des rivalités comme ça? Oui, mais c'est pas si mal qu'il y ait quelques mouvements. Donc, globalement, elle a quand même plutôt réussi à rassembler les différents courants et mouvements intérieurs. Mais il y a cette résistance, en effet, du président de Languedoc-Roussillon, M. Frêche,
qui a été soutenu par le maire de Lyon, M. Collomb, qui est un homme de grande qualité, qui a fait du bon travail à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise, et par quelques autres personnalités, oui, c'est vrai, le maire de Dijon aussi, oui. Mais enfin, ça fait partie, vous savez, de choses. On a connu pire au Parti socialiste. Vous pouvez mentionner le pire? Pardon? Pire. Le pire. Ah, le pire, ah non. Ah, le pire, non, le pire, ça vous étiez même quasiment pas né. Dans le pire, qui était humainement surtout le pire. Je dois dire, c'était après la défaite aux élections législatives de 1993. Et là, j'ai assisté à un spectacle humainement insupportable. Un Premier ministre sortant, Pierre Bérégovoy, prenant la parole devant le comité directeur, ça s'appelait comme ça à l'époque, du Parti socialiste. Personne ne l'écoutait. Et ainsi de suite. Ça a été une année humainement, je ne parle pas politiquement, mais humainement attristante. Puis il y a eu le suicide de Bérégovoy. Je ne dis pas qu'il s'est suicidé à cause des socialistes, mais ça a été dur et très pénible. Aujourd'hui, c'est... Bon, Beaucoup qualifient quand même la non-élection, j'espère, son raté au présidentiel de 2002 comme l'événement majeur, justement, le pire de la politique qui a été réalisé par le PS. Vous avez raison, c'est pas le... En tout cas, c'est un événement... En fait, disons que... Je vous parlais du pire humainement. Humainement, pour moi, c'était 93. Le pire politiquement, parce qu'on avait perdu de toute façon, 93, on avait perdu. C'était la Bérésina, on était ratatinés. J'ai eu la chance d'être un des rares survivants. On était, je crois, 60 à l'Assemblée nationale. Non, en effet, la gauche aurait dû gagner par 2 fois l'élection présidentielle. En 2002 et la dernière fois. Et pour des raisons diverses, différentes, la gauche a échoué. La dernière fois, vous voulez dire 2007? Oui. Vous pouvez préciser pourquoi pourquoi la gauche aurait dû gagner, je veux dire? Parce que il y avait une lassitude à l'égard de la droite au pouvoir, parce qu'il y avait déjà eu 2002, parce que toutes les conditions étaient réunies pour une victoire. Simplement, la campagne n'a pas été bonne et, quelles que soient les qualités d'intelligence de la candidate, je parle sérieusement, elle a donné le sentiment, elle a créé un doute. Je pense que c'est une des raisons, parce que j'en ai beaucoup parlé avec des gens. Elle a créé un doute sur sa crédibilité ou sur sa capacité à exercer les fonctions de président de la République. Elle aurait dû gagner. Un candidat, je pense très franchement qu'un candidat autre aurait gagné. Pourtant, vous avez fortement soutenu Ségolène Royal à l'époque. Oui, parce que à partir du moment où le candidat est choisi, il n'y a pas d'autre choix que de le soutenir. Et donc, par exemple, si à la prochaine présidentielle, Ségolène Royal, malgré le fait que vous l'ayez critiquée depuis, est-ce que vous la soutiendriez à nouveau? Pas comme candidate à la candidature. Alors justement, ça serait bien de déterminer en ce moment quel est votre rôle en ce moment au sein du Parti socialiste. Quelles sont vos actions majeures? Mes actions majeures, j'ai depuis... Récentes en même temps. Pardon? Récentes. Oui, disons que j'ai longtemps exercé des responsabilités à la direction du Parti socialiste jusqu'à la dernière élection présidentielle. Et pour des raisons, disons, je crois qu'on ne peut pas en permanence être dans l'appareil. C'est passionnant, mais c'est en même temps parfois appauvrissant, chronophage, puis place à d'autres. Donc aujourd'hui, je suis dans une situation de... Bon, je suis député, je suis membre du Parti socialiste. Bon, je me bats sur des sujets sur lesquels je crois avoir quelques convictions, quelques compétences. Donc voilà, j'exerce une sorte, pardon de dire ça, une sorte de magistrature d'influence sur des sujets que je connais moins mal que d'autres.
Toujours pour rester dans ce domaine-là, vous disiez toujours dans cet ouvrage de référence Demain comme hier. Parlez plus fort parce que je crois que... Oui, c'est vrai que c'est un peu une... Donc vous présentez une liste établie de personnalités socialistes pouvant prétendre à la présidence de la République, comme Dominique Strauss-Kahn, Laurent Fabius et Martine Aubry. Mais ne pensez-vous pas que pendant les primaires de l'année prochaine, justement vous le disiez, d'autres figures socialistes pourraient s'imposer devant les ténors du parti? Donc je pense à Manuel Valls, Vincent Peillon, François Hollande et même, pourquoi pas, Ségolène Royal. On verra, moi je n'en sais rien, je ne sais pas. Franchement, je Aucun ne sais pronostic pour les primaires de l'an prochain? pas. Non. On ne vous croit pas. Et, non, mais non. Beaucoup de choses vont bouger, vont changer, des alliances se constituent. Vraiment, je ne sais pas. Bon, ben, je vais poser maintenant la dernière question avant de laisser la parole au public. Donc la question que tout le monde se demande. Un remaniement du gouvernement est attendu au lendemain des élections régionales, même si vous avez déjà vous avez dit que vous aviez refusé déjà une fois d'être ministre de la Culture dans le gouvernement sous l'appel de Nicolas Sarkozy. Si l'offre se renouvelait, que feriez-vous? D'abord, il n'est pas certain, contrairement à ce qu'on écrit, qu'il y ait un changement gouvernemental après les régionales. À la place du président, je ne le ferai pas. Enfin, c'est son affaire. Parce que ce n'est pas un changement de gouvernement qui suffit à redonner une nouvelle dynamique ou un nouveau souffle. C'est surtout la ligne politique qui est déterminante ou la méthode politique utilisée. Et non, je n'ai pas l'intention de devenir ministre si on me le propose. Pourquoi? Parce que quand vous êtes... C'est des principes de base qu'on oublie, si vous voulez. Et qu'oublient d'ailleurs certains ministres dits d'ouverture. Lesquels? Certains, vous les connaissez, la plupart. Quand on est membre d'un gouvernement, non seulement on doit se battre pour le domaine dont on a la charge, c'est le minimum quand même, mais on doit être solidaire de l'action du gouvernement. Et d'ailleurs, c'est un petit reproche que je fais à certains ministres, pas seulement ceux d'ouverture d'ailleurs. Je trouve qu'ils ne défendent pas avec assez de conviction, de force, l'action globale du gouvernement et du président. Ils ne sont pas là seulement pour défendre leur petit précaré. J'ai été membre, vous l'avez rappelé tout à l'heure, mis bout à bout 12 ans de gouvernement de la République. Je me sentais dans l'obligation, que j'assumais d'ailleurs avec plaisir, de soutenir la totalité de l'action du gouvernement. Je ne me vois pas défendre la politique de l'éducation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Justement, vous pourrez apporter beaucoup de choses. Vous proposez d'avoir le ministère de l'Éducation nationale, par exemple? C'est impossible. Oui, mais par contre, ou alors, là c'est de la totale fiction, la totale politifiction. Si le président, je dis ça avec des points d'interrogation, des guillemets, tout ce que vous voulez, est-il prêt à renoncer au plan pluriannuel de destruction d'emplois de postes de professeurs qui a été engagé depuis des années? Est-il prêt à rétablir les postes supprimés? À mon avis, non. Donc la question ne se pose même pas. Mais alors, vous dites que... Être ministre pour être ministre, ça n'a aucun sens. On est ministre pour servir une cause à laquelle on croit. On est ministre pour soutenir des convictions. Et autant je suis capable, humainement, de me battre, y compris en lien avec le président pour un sujet auquel je crois. Vous le savez, la Constitution, je pense que la Constitution rénovée n'aurait pas pu être adoptée voici près de 3 ans si je ne m'étais pas engagé à fond pour. Mais ça, c'était mes idées, c'était mes convictions. Je n'étais pas lié par une exigence de solidarité. D'ailleurs, au moment même où je votais cette Constitution renouvelée, je publiais un bouquin très sévère sur la politique de l'éducation nationale. On imagine mal un membre du gouvernement publier un bouquin ou un article contre la politique de la justice ou la politique fiscale. C'est un vrai problème. Bon, je ne demande pas mieux que de servir, mais je ne peux pas servir contre mes convictions. C'est impossible. D'accord. Mais donc vous dites que vous ne seriez pas ministre, mais par exemple, si votre projet d'un ministère franco-allemand avait abouti, là, vous auriez été ministre sous Sarkozy. D'abord, ce n'était pas mon projet, c'était une idée. Oui, mais vous étiez dans le projet et c'est vous qui auriez eu sûrement le ministère s'il avait été créé. Oui,
en tout cas, c'était une fonction quasiment internationale, c'est très différent. C'était une fonction, je dirais, binationale, on l'a plutôt binationale. C'était quand même très différent. Et qui n'obligeait pas à être solidaire avec la politique gouvernementale, ni de l'Allemagne, ni de la France, mais de mener une action au nom des deux pays pour favoriser l'entremêlement des deux sociétés, et des forces industrielles, des politiques économiques, etc. C'était très différent. Donc au total, si on reprend le tout, donc vous avez voté pour la réforme constitutionnelle alors que le PS a voté contre. Pour la loi de Pie, c'était équivalent. Et Nicolas Sarkozy fait encore appel à vous pour les missions à Cuba et en Corée du Nord. Donc vous ne voulez pas rentrer et pourtant vous agissez activement pour la personne de Nicolas Sarkozy. Non. Et en tout cas, cette position est critiquée par certains. Oui, enfin, non. Ils sont un peu calmés quand même entre nous. Hein. Ils n'ont rien dit. Je veux dire, de l'eau a passé sous les ponts. Je n'ai pas entendu qu'ils aient poussé des hurlements lorsque Rocard a accepté d'être coprésident avec Juppé de la commission sur le grand emprunt. C'était une participation autrement plus importante à la gestion des affaires du pays. C'était participer à l'augmentation de la dette publique. Moi, je n'ai pas participé à ce genre de truc. Non, si vous voulez, si on prend aussi bien la Constitution, je ne vais pas me défendre ou à me justifier, j'ai la conscience tranquille, je signe et je persiste. Si demain on me demande de revoter sur la loi Lopi, je la vote. Si on me demande demain de voter à nouveau sur la Constitution, je vote oui. Pourquoi? Parce que c'est en fidélité avec les idées, non pas seulement les miennes, mais les nôtres. Et moi je considère que ce sont les socialistes qui ont été en infraction avec leurs principes. Il était incompréhensible que dès lors qu'il y avait un progrès de la démocratie, les socialistes votent contre. Il y a quelques jours, on a mis en place, est entré en vigueur, parmi toutes les mesures nouvelles de la Constitution, une mesure qui va permettre aux citoyens et aux justiciables de saisir directement le Conseil constitutionnel. C'est une mesure que Mitterrand avait proposée en 1989. Alors au nom de quoi est-ce que, parce que c'est Sarkozy qui le propose, on le refuse aujourd'hui? Ce n'est pas ma conception de la politique. Ma conception de la politique et de la vie publique, c'est la fidélité à des principes. Et je ne suis pas en accord avec la philosophie du gouvernement actuel, mais s'il accomplit une action positive, d'ailleurs, sur comment ça s'appelle, le machin de l'environnement, le Grenelle de l'environnement, tout le monde a voté pour. Tout le monde a voté pour. Et non mais la politique est tombée bien bas quand finalement on se livre à des procès aussi secondaires. Prenez la loi sur l'interruption volontaire de grossesse proposée sous Giscard d'Estaing par Mme Simone Veil. Si la gauche n'avait pas voté cette loi, elle n'aurait pas été adoptée. Donc les députés de gauche, à l'époque, en leur âme et conscience, ont voté pour ce texte. De même, j'ai admiré Mme Roselyne Bachelot quand elle a été seule, toute seule, courageusement, à la tribune de l'Assemblée nationale pour défendre notre projet de création du Pacs, que ses amis condamnaient et présentaient comme la pire des choses qui puissent exister. Non, écoutez, si la politique, ce n'est pas d'abord des convictions, mais des petits calculs politiques, ce n'est pas pour moi. Je ne l'accepte pas, et la politique se meurt en donnant trop souvent le sentiment qu'elle est des petites histoires de ce genre. Et ce sont les socialistes qui n'ont pas été fidèles à leurs convictions en votant contre la révision constitutionnelle ou en votant contre la loi de régulation sur Internet. Et puisque vous le mentionnez justement la révision de la Constitution, donc vous avez été favorable bien sûr, pourquoi est-ce qu'on vous voit peu intervenir à l'Assemblée? Enfin, si on regarde le classement de la législature actuelle, c'est écrit que vous n'avez fait aucune intervention, que vous êtes... vous n'êtes pas très présent. Donc, comment expliquez-vous cela après avoir défendu le texte de la J'écris révision? cela en disant que le mode de calcul de ces gens est totalement stupide, totalement imbécile. Le rôle, que ça ne se calcule pas en nombre d'interventions, ça se calcule en réalité du travail accompli. Lorsque je vais, par exemple, en Corée du Nord, certes, c'est une mission du président de la République, mais je reste parlementaire. Et j'y consacre 1 mois et demi de déplacement. Et j'en rencontre
c'est pas dans vos calculs, pas les vôtres, mais de je ne sais quel comité, j'en rends compte devant la commission des affaires étrangères. Et la semaine prochaine, j'en rendrai compte devant la commission de la défense nationale et des forces armées à laquelle j'appartiens. Ce midi, j'ai participé à un déjeuner de travail présidé par le président de l'Assemblée nationale, auquel participaient M. Balladur et tous les membres du comité qui ont proposé la révision de la Constitution, pour faire le point de l'application de la révision. Nous avons pris des décisions pour informer l'opinion publique sur l'état d'avancement. Est-ce que c'est calculé dans votre nomenclature? Non, évidemment pas. Non, bien sûr, mais bon, c'est pas, on est loin de l'hyper-député qui devait faire contrepoids à l'hyper-président. Enfin, mais un député, qu'est-ce qui compte? C'est quoi? C'est une présence. Non, mais vous Moi, n'avez fait aucun écoutez, projet de loi, par exemple. Venez à mon bureau le jeudi et le vendredi. Vous apercevrez que l'un des rares parlementaires présents dans son bureau, c'est moi. Pendant que les autres sont dans leur circonscription, en train de s'occuper de leur mairie, j'ai pas de mairie, de leur président d'agglomération, je n'en ai pas, mais les mêmes personnages s'arrangent toujours pour poser telle ou telle question écrite, rédigée par leur secrétaire ou leur assistant. Moi, j'ai une conception haute de la politique. Ce qui compte, c'est pas le nombre de, je sais pas quoi, de questions. Puis en plus, par exemple, je pose en effet rarement, jamais des questions d'actualité, parce que moi, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer autrement. Je laisse des députés plus jeunes s'exprimer. Très bien, ben, je pense que nous allons... Je suis présent aux questions d'actualité. Je m'efforce de ne pas dormir. Très bien, ben, c'est déjà ça. Bon, ben, nous allons terminer notre partie à nous pour maintenant laisser parler le public. Donc, nous vous invitons maintenant à poser vos questions. Voilà, donc s'il y a des questions, donc, juste un petit rappel, les questions doivent être claires et concises, donc pas de très longs commentaires, juste des questions. Ouais. Je vous remercie. Des questions, oui. Voilà. Oui, bonjour Monsieur Lang. Alors j'ai une question, vous parlez de la réforme des institutions. Vous avez voté pour cette réforme, contre, comme le rappelaient les deux animateurs, contre l'avis du Parti socialiste. Dans cette réforme, il y avait un mécanisme qui permettait de voter les lois de manière accélérée, qui devait être utilisé de manière exceptionnelle. Et on se rend compte que ce mécanisme est aujourd'hui utilisé pour 60% des lois. Et ce mécanisme permet surtout, en fait, de ne pas permettre à l'opposition de faire son travail. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir voté pour une réforme qui permet de bloquer l'opposition, donc le Parti socialiste? Regrettez-vous ce vote? Oui, je vous remercie. C'est une très bonne question, une très juste question. Justement, j'évoquais à l'instant le déjeuner de travail que nous avons eu avec le président de l'Assemblée nationale, M. Édouard Balladur, et l'ensemble des membres du comité de préparation de la révision. Et c'est un des sujets que nous avons abordés. Et nous allons être saisis par le président de l'Assemblée, M. Balladur et le comité. Et dans 15 jours, nous rendrons, 3 semaines, nous rendrons public un rapport sur lequel nous allons attirer l'attention sur un certain nombre de points qui ne donnent pas satisfaction, et notamment celui-là. L'abus de l'urgence, qui devrait être l'exception. Alors les raisons, la conséquence, c'est en effet de restreindre les droits de l'opposition, mais la vraie motivation, c'est que le gouvernement, et ses prédécesseurs d'ailleurs, ont tendance à vouloir fabriquer beaucoup trop de lois qui s'empilent, et des lois beaucoup trop verbeuses, beaucoup trop longues. Tout à l'heure, j'ai appris, par exemple, j'arrive même pas à le croire, que le projet de loi sur la réforme de la procédure pénale comportera 1000 articles. C'est la démence pure. Donc, vous avez raison, c'est un fait, et nous allons donc, je dis dans 15 jours, 3 semaines, soyez attentifs, ou je pourrais vous l'envoyer si vous me donnez vos coordonnées, publier un rapport qui attirera l'attention sur ce point, notamment sur ce point, pas seulement sur ce point, d'une défectuosité d'application du texte de la révision, et même d'un détournement de la révision constitutionnelle. Une autre question? Oui. Dans la Constitution que vous avez votée, il y a un statut qui est celui de défenseur des droits. C'est un peu obscur comme nom. Et donc, quel va être son rôle exactement?
dans le texte de la Constitution nouveau, nous avons, enfin, le Parlement finalement, le Congrès, le Parlement a introduit, a créé 4 droits nouveaux au bénéfice des citoyens. Tout à l'heure, j'évoquais le droit de saisir le Conseil constitutionnel. Il y aura aussi le droit pour les justiciables de saisir le Conseil supérieur de la magistrature en cas s'il estime qu'un magistrat a commis une faute professionnelle. Il y aura aussi un référendum d'initiative populaire. Et puis enfin, la possibilité pour chaque citoyen, tout citoyen, de saisir ce défenseur des droits. C'est une institution, je peux le dire, puisqu'on le sait, que j'ai contribué à faire créer. Je me bats pour cela depuis très très longtemps. Ça faisait d'ailleurs partie des propositions socialistes. Ça faisait partie des propositions socialistes qui ont été énoncées à plusieurs reprises. Donc c'est une des raisons qui aurait pu conduire les socialistes à voter pour la réforme. De quoi s'agit-il? La personne en question sera une personnalité indépendante, saisie par les citoyens qui s'estimeront victimes d'un arbitraire administratif. Et ce défenseur des droits instruira chaque dossier et disposera de pouvoirs extrêmement importants pour mettre en demeure l'administration, éventuellement un pouvoir de sanction ou de saisir ou de saisine de la justice. Ce défenseur des droits, je ne l'ai pas inventé tout seul, je l'ai proposé en France, mais je me suis inspiré d'un système qui existe en Espagne, qu'on appelle le défenseur du peuple, et qu'on retrouve un peu différemment dans certains pays scandinaves. Donc, si ça marche, ce sera quand même une institution qui sera comme une sorte d'instance du dernier recours. Pour avoir épuisé les recours juridictionnels ou administratifs, on pourra faire appel à lui ou à elle, et ce défenseur des droits pourra juger en droit, mais aussi en équité. Question, en fait. J'ai une question par rapport à votre voyage à Cuba. Je voulais savoir si vous avez ressenti une évolution depuis l'arrivée au pouvoir de Raúl Castro. Pour dire la vérité, non. Mais mon voyage n'avait pas non plus pour but... je suis resté seulement à La Havane. Je suis resté quelques jours. L'objectif, c'était là encore d'étudier dans quelles conditions... là, Cuba est reconnu diplomatiquement. Nous avons une ambassade. Il y a une ambassade de Cuba à Paris. Donc la question était la même, un peu comme pour la Corée du Nord, bien que la situation soit différente. Savoir dans quelles conditions nous pouvions établir des relations plus étroites de coopération, comment nous pouvions faire avancer les choses. C'est vrai qu'avec Raúl Castro, que j'ai rencontré très longuement, j'ai pu aborder beaucoup de sujets, y compris les sujets concernant les prisonniers politiques. Et bon, je me suis fait une idée un peu plus précise sur ce qui pourrait être fait pour faire bouger les choses. Mais ça ne dépend pas que de la France. Ça dépend beaucoup des États-Unis, lesquels d'ailleurs ont pris de premières bonnes décisions après l'élection du président Obama, en autorisant les exilés cubains à se rendre librement à Cuba et à transférer librement leur argent, s'ils le souhaitent. Reste évidemment à prendre la plus difficile décision pour les Américains, la levée de l'embargo sur Cuba, qui n'a aucun sens aujourd'hui. L'embargo était une mesure de guerre froide. Que je sache, la guerre froide est terminée depuis 1989 au moins. Alors, reste la question, je ne sais pas du régime, parce que ce n'est pas à nous à faire changer le régime, mais des prisonniers politiques. Bon, j'ai 2-3 petites idées, je ne peux pas en parler ici, où je pense que s'il y avait une intelligence, enfin disons, s'il y avait un effort partagé, on pourrait imaginer un système qui permettrait de faire bouger les choses. Une autre question? Oui. La
la loi Adopi que vous avez défendue prévoit de surveiller... Rapproche-toi du micro, on t'entend pas là. Pardon. La loi Adopi que vous avez défendue prévoit de surveiller les réseaux de peer-to-peer pour empêcher le téléchargement. Mais aujourd'hui, il existe quand même beaucoup d'autres moyens autres que le peer-to-peer pour télécharger des films ou de la musique. Donc est-ce que vous ne craignez pas que les pirates se rabattent sur d'autres systèmes pour se procurer des films ou de la musique et que du coup Adopi devienne assez vite caduque? Bon, d'abord, disons que cette loi a d'abord je pense, non pas un objectif de sanction, mais de prévention, d'information et de pédagogie. Et il appartient au gouvernement d'expliquer en quoi le téléchargement illégal peut finalement, j'allais dire vulgairement, tuer la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire le vivier de la création artistique. Mais, comme tout à l'heure je l'ai dit, s'imaginer qu'une telle loi suffira à régler les questions qui se posent, ce serait une illusion. Il est absolument indispensable d'imaginer un système de financement par une redevance que, par exemple, paierait un certain nombre de grandes sociétés, de financer un abaissement du prix d'accès au téléchargement légal. Parce que ce qui souvent est très décourageant, c'est le prix d'accès au film, le prix d'accès à la musique. Donc ça forme un tout, et le reproche que je pourrais faire au gouvernement, c'est pour l'instant de s'en tenir, pour l'instant, hein, peut-être qu'il va compléter les choses, s'en tenir à cette seule loi, qui par elle-même ne peut pas suffire. La loi ne propose rien en échange. Pardon ? La loi ne propose rien, la loi sanctionne les pirates. C'est ce que je viens de vous dire. Voilà, c'est ça, mais ne propose pas de solution alternative. Donc on attend un véritable plan. C'est une question personnelle, est-ce que vous incluez aussi les prix des places de cinéma qui sont quand même assez élevés? Oui, c'est un autre sujet, parce que, bon, si vous voulez, bon, le problème, c'est que, bon, beaucoup d'entre vous font de l'économie, ici, j'imagine. L'économie du cinéma a sa logique. Le gouvernement n'a pas le pouvoir. C'est une économie principalement privée, même si elle est autorégulée par un système très ingénieux de péréquation et de financement original par l'intermédiaire du fonds de soutien au cinéma. C'est une idée géniale qui a été inventée juste après la guerre. Il n'est pas dans le pouvoir du gouvernement de dire j'impose des prix. Bon, le système lui-même, si j'étais aujourd'hui ministre de la Culture, je pense qu'il faudrait, comme je l'avais fait en 81, en arrivant au gouvernement, aucune politique n'est éternelle. Je veux dire qu'il faut régulièrement la soumettre à révision et à réexamen en fonction de l'évolution des technologies, des comportements, etc. Je crois qu'aujourd'hui, il y a toute une série de problèmes qui se posent pour le cinéma, qui se portent plutôt bien. Un, le prix des places, vous avez raison. Deux, le fait que certains films aient une durée de vie tellement courte que personne ne les verra. Le dernier film de Claude Miller a tenu 15 jours. J'avais vu, il y a 2-3 mois, un film grec absolument extraordinaire, 15 jours. Il y a des choses donc à inventer. Donc si j'étais en fonction, je procéderai à une radiographie de la situation. Et là encore, on ne peut pas agir par petits morceaux. C'est l'ensemble de l'économie qu'il faut prendre en considération. Et donc, c'est une des questions à poser. Comment réussir, dans certaines conditions, à faire baisser les prix des places? Dans le système actuel, vous n'avez pas le droit. Et si vous le faisiez baisser, vous mettriez en péril l'économie du cinéma. Donc, c'est quelque chose de très délicat qui fait partie d'un ensemble dans lequel il y a eu une trop grande inflation des rémunérations de certains acteurs, trop grande inflation des prix de production, c'est que les prix de production ont atteint des niveaux trop élevés, trop de facilité, je dirais aussi, peut-être d'ailleurs trop de facilité
auquel j'ai moi-même contribué involontairement. Faire un film de cinéma, un certain type de film, c'est beaucoup plus facile en France que n'importe où ailleurs. Et parfois, ça aboutit, je répète, à des prix beaucoup trop élevés. Et puis, il y a inventé, je pense, des lieux différents. On puisse, à des prix accessibles, dans des conditions sympathiques, agréables, conviviales, découvrir des films nouveaux, etc. Je pense qu'il y a des changements à apporter. Aussi bien sur la durée des films, sur la production des films, et sur le prix des films. Le prix des places de cinéma, pardon. Et le prix des films aussi. Une autre question? Oui, allez-y. Vous parlez justement des nouvelles technologies. Que pensez-vous des films en 3D qui posent beaucoup de problèmes aux petites salles de province? Parce que de plus en plus des communes proposent des programmes de cinéma et par contre ils ne sont absolument pas équipés pour la 3D. Les salles que vous dites de province ou des salles de quartier ou des salles de taille modeste, je ne suis pas sûr qu'elles soient pour l'heure menacées par le 3D. Elles sont menacées plutôt par le système de distribution, par tous les phénomènes que j'évoquais à l'instant. Moi, je n'ai rien contre le 3D, pour dire la vérité. Comme vous, d'ailleurs, j'ai gardé un peu une âme enfantine. Et l'autre jour, je me suis installé, non pas dans une petite salle de province, je vous l'avoue, non pas dans une petite salle de quartier, je vous le dis, que je fréquente beaucoup d'ailleurs, pour les films, entre guillemets, normaux, mais dans une grande salle des Champs-Élysées. Je suis confortablement installé avec 3 Esquimaux, et j'ai regardé, je sais comment s'appelle le film? Avatar. Voilà, un peu long, mais bon. Et j'irai voir Alice au Pays des Merveilles, avec mes petites filles. Mais je ne suis pas sûr, je ne sais pas ce que ça coûte l'équipement en 3D pour des petites salles, je ne sais pas. Ça suppose quand même des projecteurs d'un certain type, ça risque d'être coûteux. Pour 3000 places, on imagine quand même un dispositif assez important. Assez important, oui. Je ne peux pas vous répondre honnêtement. Je ne sais pas ce que ça représente. On ne peut pas empêcher le développement du 3D, qui n'est peut-être d'ailleurs qu'une vogue, vous savez. Moi, j'ai connu parce que le cinéma en relief, comme on disait jadis, ça existait déjà avant. Moi, je me souviens, quand j'étais lycéen, j'ai vu mon premier film en relief. Ça s'appelait L'homme au masque de cire. Quand on rentrait chez soi à l'époque, il y avait très peu de lumière. On avait un peu peur quand même d'être pourchassé par l'homme au masque de cire. Mais bon, voilà, je ne suis pas sûr que ce soit durable. Mais je ne peux pas vous répondre sur le coût, je ne le connais pas. Une autre question? Bonjour Monsieur Lang. Tout à l'heure, vous avez dit que vous ne vous voyez pas rentrer dans un gouvernement lorsque vous n'étiez pas 100% d'accord avec la politique gouvernementale. Or, on voit par exemple que monsieur Hirsch, qui n'est quand même pas forcément un homme de droite, il fait quand même des bonnes choses, avec notamment le RSA, et sans avoir renié ses convictions. Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'un homme, sur son domaine donné, peut apporter ses compétences sans pour autant être en accord avec la totalité de l'action gouvernementale? Oui. Bon, d'abord, M. Hirsch, que j'apprécie beaucoup, qui est un homme qui a à la fois une double expérience administrative et de terrain, qui est un homme d'imagination, n'a pas un parcours politique habituel. Il n'a même jamais fait de politique au sens strict. Il n'appartient pas au Parti socialiste, ni à aucun autre parti. Donc, il est un militant de l'action sociale. Il l'a fait pour Emmaüs, il l'a fait pour d'autres choses. Donc, bon, je ne sais pas comment expliquer les choses. J'ai été ministre de François Mitterrand, je me suis engagé pour le Parti socialiste. Si j'entre dans un gouvernement, ce n'est pas seulement ma personne que j'engage, c'est l'histoire que je représente,
c'est Mitterrand d'une certaine manière, c'est bon, beaucoup de choses. Hirsch, c'est différent. Un peu l'abbé Pierre, et encore. Un peu l'abbé Pierre, et encore. Alors, par ailleurs, je dois dire que Chapeau, il a réussi, il est très malin, à se tailler un domaine très particulier. C'est-à-dire qu'il est à la fois dans le gouvernement et pas dans le gouvernement. Et il s'est fait confier, et pourquoi pas d'ailleurs, je veux dire que personne ne lui en fait reproche, des missions très concrètes. Le RSA, vous l'avez rappelé, en ce moment, des actions très précises sur la jeunesse, d'ailleurs, certaines d'entre elles excellentes, je trouve. Voilà, c'est très original comme histoire. Il n'est pas ministre, mais haut commissaire. Même si j'accepte, même si je ne peux pas, compte tenu de ce qu'est mon histoire personnelle, mon itinéraire, etc., accepter une situation comme celle-là. Ce n'est pas possible, parce que, à moi, on demandera d'être solidaire du gouvernement, on ne le demande pas à Hirsch. Je comprends pourquoi. Il est à part. Alors, vous me direz, un jour viendra peut-être je ne suis pas contre l'ouverture, hein, excusez-moi, je ne suis pas du tout contre l'ouverture. Mitterrand l'a pratiqué. Il a fait venir des ministres d'autres, d'un autre horizon. Il a nommé des personnalités conservatrices à des fonctions importantes. Moi-même, d'ailleurs, quand j'étais ministre, j'ai nommé des personnes qui n'étaient pas de gauche à des fonctions très importantes. Pour les grands travaux que nous avons faits à Paris, pour le Louvre, pour la Villette, pour un tas de choses. C'était des gens qui venaient plutôt du gaullisme, par exemple. Et même Xavier Darcos, qui, à un moment donné, j'étais à l'Éducation nationale, c'était la première fois où je suis allé, pour des raisons de petite politique, justement, certains voulaient l'empêcher de devenir inspecteur général de l'Éducation nationale. Et je connaissais ses qualités, j'ai dit, il n'en est pas question, il sera nommé. Et je l'ai nommé. Donc je ne suis pas contre l'ouverture. Mais en même temps, il y a ouverture et ouverture. Il ne faut pas créer la confusion. Encore faudrait-il aussi que les ministres dits d'ouverture puissent peser. Est-ce que Bernard Kouchner a pu peser depuis 3 ans sur la politique internationale? Je ne sais pas. Hirsch, oui. Dans son précaré, là, il a pesé, s'est bien débrouillé, s'est bagarré pour obtenir le RSA et pour obtenir des crédits pour certaines politiques pour la jeunesse. Ça, c'est vrai. L'ouverture est pertinente seulement pour certaines personnes. Certaines personnes, certaines conditions. Je ne sais pas, parce que sous le nom d'ouverture, il y a toute une série de situations. Quand le président de la République nomme Didier Migaud premier président de la Cour des comptes, on peut dire que c'est l'ouverture. Oui, c'est l'ouverture d'esprit, je dirais. C'est très intelligent et j'estime que c'est très bien. Je me contrefiche de savoir quelles sont les arrière-pensées politiques. C'est une bonne chose pour la République, c'est une bonne chose pour le pays de faire appel à des talents. Et je pense que Nicolas Sarkozy a eu raison de décider dès sa campagne électorale que le président de la Commission des finances serait un homme ou une femme de l'opposition. Donc celui qui est élu, il n'apparaît pas comme récupéré, c'était une décision préalable, si vous voulez. Donc, sous le nom d'ouverture, il y a beaucoup de réalités différentes. Je répète, pour accomplir une mission à laquelle je crois, je ne suis pas... Je suis pour. Puis vous savez, franchement, bon, si vous parlez de moi, j'ai eu le privilège et la chance d'être ministre de la République pendant 12 ans, d'être en harmonie presque totale avec les gouvernements auxquels j'ai participé, pas surtout, évidemment. Bon, j'ai épuisé les charmes de cette fonction. Je crois qu'on peut faire des tas de choses sans être ministre, Dieu merci. Dans vos vies respectives, peut-être certains d'entre vous seront ministres un jour, mais vous pourrez faire des choses passionnantes sans nécessairement appartenir à un gouvernement.
Et je continue, personnellement, à faire des choses passionnantes, en tout cas utiles, sans être nécessairement membre d'un gouvernement. Une dernière question? Oui. Oui, Monsieur le Ministre, merci de me donner la parole. On citait Martin Hirsch, mais qui est un exemple, et puis de l'autre côté, si on regarde Fadel Amara, est un contre-exemple. Je crois qu'il y a un moment donné, on se rendra compte que sur la question donc, de la diffusion de la culture par le numérique, que le gouvernement a échoué. Bon, il a échoué parce que je crois que la loi Hadopi a été simplement une espèce de parade pour une industrie donc du disque et du cinéma qui n'ont pas su répondre aux besoins de la profession. Je voudrais simplement aussi parler de l'ouverture, qui pour moi n'est pas une ouverture concernant, je vais être sévère, hein, mais qui plus souvent est du débauchage concernant un certain nombre de personnes, parce que quand on part contre ces valeurs dans un gouvernement où on n'est pas d'accord, je crois qu'au-delà de l'ouverture, il s'agit de débauchage. Mais permettez-moi de vous interroger simplement sur la question de la clause de compétence générale. On a fait avaler cette couleuvre au Sénat parce que la clause de compétence générale... La question, s'il vous plaît. J'y arrive tout de suite. La clause de compétence générale, on parle de collectivité régionale, va être retirée aux collectivités régionales. Moi, je veux simplement savoir quelle est votre position sur cette question de la clause de compétence générale, où on demande en plus aux élus, de plus en plus, de connaître des problèmes de leurs citoyens, de répondre à des questions bien concrètes qui se posent en matière de sport, de culture, d'éducation, etc., etc. Donc, que pensez-vous de cette clause de compétence générale qui est remise en cause par le gouvernement en ce moment? Merci. On répond juste à la question. Je n'ai pas bien compris d'ailleurs. Je vous réponds, je vous dis ce que je pense. Je n'ai pas compris si vous étiez pour ou contre. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qui réapparaît régulièrement pour éviter ce qu'on appelle les financements croisés, État, région, département, commune, agglomération, l'idée que chaque collectivité devrait avoir sa propre compétence. L'une pour le logement social, l'autre pour, je ne sais pas, les universités, celle-ci pour les routes, enfin, etc., etc. Donc qu'il y ait des éléments de compétence assez normal, d'ailleurs d'ores et déjà. Hein, les départements sont compétents pour refaire les collèges, les régions pour la restauration, la construction des lycées ou la formation professionnelle. Bon, il faut un minimum de répartition de compétences entre les uns et les autres. Mais, peut-être je vais vous choquer, moi je ne suis pas du tout hostile au financement croisé, parce que c'est aussi une occasion pour les collectivités de dialoguer, de discuter, d'apprécier. Et puis, de toute façon, la France est très diverse. Ce qui vaut pour des régions ultra-urbanisées comme la région Île-de-France ne vaut pas pour des régions très rurales comme l'Auvergne. Et donc, moi je pense qu'il faut être très souple sur ces sujets et ne pas fixer à l'avance des carcans. D'ailleurs, finalement, on finira par être souple, je crois. On avait encore le temps, je pense, pour une question, comme il y avait une autre question. Oui, vas-y. Ce sera la dernière question. Oui, le président Nicolas Sarkozy a récemment ouvert une mesure visant la gratuité des musées au moins aux jeunes de moins de 26 ans. Je veux savoir si, selon vous, c'était une mesure efficace, sachant qu'il risquerait d'avoir une sorte d'effet d'aubaine, ou alors où les gens déjà habitués, en fait, ils profiteraient de la gratuité des musées. Et ne vaudrait-il pas mieux des mesures plus éducatives, peut-être, à l'égard des musées, de la culture en général? De toute façon, dès avant cette annonce, il y avait des mesures particulières de gratuité, plus ou moins larges, dans les musées d'État. Et à Paris même, la municipalité actuelle a décidé depuis 8 ans ou 9 ans la gratuité totale d'accès à ces musées. Pour vous dire la vérité, longtemps, je vous dis franchement, longtemps j'étais très réservé. D'abord parce que je n'étais pas sûr que l'État viendrait compenser le manque à gagner. Et d'autre part, j'avais fait une expérience malheureuse, mais j'avais mal choisi le jour.
Si, j'avais bien choisi le jour, mais il y a eu des conséquences fâcheuses. J'avais décidé que le mercredi, pour les enfants en particulier, les musées seraient gratuits. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les agences internationales se sont précipitées sur le mercredi, et donc ça a représenté, bon, c'est des petites histoires de gros sous, ça a représenté un manque à gagner important. Donc je ne suis pas du tout hostile. Peut-être c'est efficace si c'est peut-être ciblé sur certains jours ou certains soirs. Ça reste quand même très cher, les musées. Puis alors l'avantage de la gratuité, quand elle est pratiquée, c'est que vous n'êtes pas obligé de passer 5 heures dans un musée jusqu'à vous épuiser. Vous pouvez aller voir une œuvre, aller ailleurs, revenir un autre jour, etc., etc. Disons, si économiquement c'est possible, si l'État compense, je suis plutôt pour, et notamment pour les jeunes, pour les élèves, pour les étudiants, et pour les professeurs aussi, qui doivent du coup inciter les élèves à fréquenter les musées. Bon, donc, merci Monsieur Lang d'être venu. Nous remercions également notre partenaire Total. Et merci à tous d'avoir assisté à notre débat. Merci. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos vidéos de débat sur notre site internet ou sur Dailymotion. Dauphinedébat.fr